Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par l'équipe Jordan Lanoux et associé chez IG Gestion de Patrimoine. C'est une équipe de planificateurs financiers super terre-à-terre, dynamiques et passionnés. Disponibles et transparents, leur mission est de vous aider à réellement comprendre le monde dans lequel on vit et qu'on n'a pas pris le temps de nous expliquer. Simplement vous aider à atteindre vos objectifs et vulgariser le jargon des finances pour avoir la tranquillité d'esprit. Que vous ayez des questions sur la fiscalité, l'optimisation de vos revenus, les placements, les assurances pour votre famille ou votre entreprise, les études de vos enfants, l'achat d'une première ou seconde propriété, s'assureront de vous guider vers les priorités d'une période à l'autre. Nous sommes ravis de collaborer avec cette équipe qui partage notre vision d'un avenir financier sécurisé et prospère et qui nous permet de partager notre passion pour le sport. N'hésitez pas à les contacter pour prendre un temps d'arrêt et discuter de votre futur financier. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 95 du Temps d'arrêt. Je suis très heureux d'avoir à nouveau Thierry Murray pour la deuxième semaine de suite. Thierry, ça va bien? Ça va très bien, toi, Étienne. Très content de t'avoir à nouveau, là. On va faire ça en duo cette semaine. La semaine prochaine, on retrouvera Michael de mon côté et tu prendras une petite semaine de congé et on se retrouvera ensemble en trio, évidemment, pour parler du Super Bowl. Donc, ça avait été annoncé là, qu'on allait faire justement un épisode après chacune des rondes dans ces éliminatoires de la NFL. Eh bien, ça partit fort dans cette première fin de semaine d'activité. On a eu droit à 6 matchs. On va faire un petit résumé très global de ce qui s'est passé dans ces 6 matchs pour nous mener aux 4 gros affrontements auxquels on aura le droit lors de la fin de semaine qui s'en vient. Sans plus tarder, donc retour sur la semaine 1 d'activité. Performance de 4 interceptions de Justin Herbert et mis à part la belle chimie qu'il a eue avec Ladd McConkey, rien ne s'est passé du côté des Chargers. On n'a pas eu l'instinct du tueur après un mauvais début de match des Texans. Victoire de 32-12 des Texans de Houston. Performance de 186 verges au sol de Derrick Henry et 2 touchés. La défensive des Ravens a éliminé complètement le jeu au sol des Steelers. Victoire de 28-14 des Ravens. On n'a pas eu un mauvais match au niveau de la défensive des Broncos. 2 touchés des Bills sur des jeux explosifs. Par contre, Josh Allen a fini avec un rate quasi parfait de 135,4, victoire de 31-7 des Bills. Saquon Barkley et la défensive des Eagles ont été hyper dominants et ont éteint les Packers qui ont subi une hécatombe de blessures. Victoire de 22-10 des Eagles. On a eu le droit à une très belle gestion de match de la recrue Jaden Daniels et l'attaque des Buccaneers qui a manqué un peu d'explosivité. Ça a mené à une victoire des Commanders sur un placement en fin de match de 23-20. Finalement, un match sans bavure de l'attaque des Rams et performance de 9 sacs de leur défensive qui ont rendu la vie très, très difficile à Sam Darnold. Victoire de 27-9 des Rams. Donc, Thierry, on a eu 6 matchs. On va se le dire, on a vraiment eu un seul match qui a été enlevant, c'est celui des Buccaneers, des Commanders. Dans les autres matchs, soit qu'on a manqué de momentum, soit qu'on a eu des belles performances d'un côté et puis ça s'est traduit vers l'autre équipe par après. Mais on n'a pas vraiment eu de match enlevant. On peut dire qu'on a eu le droit à une grande surprise, là, celle de la victoire des Rams qui ont complètement éteint les Vikings. Dans les 2 autres matchs, si on veut, où les négligés l'ont emporté, je pense que le fait que les Commanders et les Texans ont sorti de là avec la victoire, ni toi ni moi, on est tombé en bas de notre chaise. Les favoris l'ont emporté, les Eagles, les Bills et les Ravens. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première semaine d'activité? Ben, comme tu l'as dit, il n'y a pas eu beaucoup de surprises. Tu sais, les gros canons ont passé au prochain tour. Tu sais, peut-être Ouais, mis à part les Vikings, mais comme on en avait parlé la semaine dernière, les Vikings étaient un peu sur une mauvaise, mauvaise lancée. une mauvaise ligne, étaient une mauvaise lancée. Donc, comme tu l'as dit, comme tu viens de le dire, on n'a pas été surpris des équipes qui étaient, on va dire, pas favorites, mais tu sais, ils n'étaient pas favorites par pas beaucoup, là. C'était pas mal égal. Donc, c'est une semaine assez tranquille, là, pas beaucoup de Ouais. rebondissements, mais en même temps, justement, ça a fait la division entre les très bonnes équipes et les bonnes équipes. Donc là, au prochain tour, cette semaine, on a vraiment des bonnes équipes qui vont s'affronter. Donc, Bon point. je crois qu'on va avoir un spectacle beaucoup plus divertissant cette semaine. Absolument. Et c'est ce qui nous mène au premier match de ce deuxième tour éliminatoire des séries de la NFL. Samedi, 16h30, les Texans
contre les Chiefs, l'entrée en scène de Kansas City, eux qui ont une fiche de 15-2. On en a glissé un mot lors du dernier épisode. On a dit que c'était une des pires équipes avec la meilleure fiche qu'on a vue depuis longtemps. Mais ça reste une très bonne équipe de football. Mais pour avoir une fiche de 15-2 et même 15-1, on va se le dire, là, la dernière défaite contre les Broncos en fin de saison, c'était que des remplaçants à tout le moins. Donc, il y a eu quelques matchs qu'on aurait dû perdre. Là, les Ravens à la semaine 1, les Bengals à la semaine 2, les Broncos à la semaine 10. On a été chanceux de sortir de ces 3 matchs-là avec des victoires. On a failli perdre contre les Panthers et contre les Raiders. Donc, si on regarde leur calendrier, oui, on a une belle fiche de 15-2, mais ils auraient facilement pu terminer en milieu de peloton au niveau du portrait des séries. Là. Je pense qu'on aurait définitivement fait des éliminatoires. Mais au point de finir premier, on a été chanceux cette saison. Ah oui, comme tu l'as dit, il y a des matchs, là, il y a beaucoup de matchs qui ont fini en bas d'une possession. Là. C'est rare les matchs qu'on a vraiment écrasé l'adversaire. C'était toujours des matchs serrés. Mais ce que je remarque des Chiefs, c'est qu'on est vraiment bien bâti pour gagner des matchs. Ça commence avec un bon entraîneur-chef. On a un corps arrière élite, même si cette année, ça n'a pas été une très bonne saison pour Patrick Mahomes. Là, on est en éliminatoire. Il faut oublier ce qu'il a fait cette saison. C'est Patrick Mahomes en séries éliminatoires. Et Ça peut toujours faire mal. juste Puis une on a petite des touche joueurs. juste une petite touche, tu as parlé d'entraîneur-chef. Je pense qu'il va falloir commencer à parler d'Andy Reid, d'un des bons dans l'histoire. Il fait quand même, oui, il a une bonne équipe devant lui, mais il fait de la magie année après année. Il se renouvelle aussi. C'est vraiment impressionnant ce qu'il fait avec cette équipe-là. Là. Ouais, absolument. Puis peu importe où il était allé, ben, en fait, il est allé aux Eagles. Il était aux Eagles au début des années 2000, puis après ça, il a changé pour les Chiefs. Il n'y a jamais eu vraiment de mauvaises équipes. C'est sûr qu'à chaque fois que tu es un entraîneur, il y a des fois où il y a des saisons un peu plus difficiles, tu as des blessés à des positions importantes, mais il n'y a jamais eu vraiment des ratés au niveau de ces équipes. Donc oui, effectivement, ça va être un grand. Je pense qu'il va passer à l'histoire comme un Ouais. des grandes têtes de football qui ont passé à travers la NFL. Leur attaque est 15e pour les points marqués. On a quand même eu plusieurs blessés importants. Là. Isaiah Pacheco qui a manqué plus de 2 mois d'activité depuis son retour, c'est assez moyen. On a Rice qui s'est blessé en début d'année jusqu'à la fin de la saison. Marquise Brown a joué 2 matchs en fin de saison. Il cherche encore un petit peu son rythme. Travis Kelce et Xavier Worthy ont été les 2 seules cibles constantes pour Pat Mahomes. On a amené aussi en cours de saison DeAndre Hopkins et Juju Smith-Schuster qui a un rôle plus limité de son côté. Donc, ça n'a pas été constant du côté de Mahomes qui a passé le ballon à 17 personnes, 17 joueurs différents cette année. Donc, c'est beaucoup. Il a quand même fini avec un rate de 93,5, ce qui est bien en deçà des attentes dans son endroit, là, 26 touchés, 11 interceptions. Fait que c'est une attaque qui a eu un succès très mitigé cette année. Là. Oui, je voudrais souligner quelque chose que peut-être qu'on ne remarque pas, là, mais les Chiefs, ça fait 2 saisons que c'est plus difficile en attaque. Là. C'est pas mauvais, mais c'est plus difficile. Et ça fait 2 ans que le coordonnateur Éric Bieniemy est parti. Ouais, bon point. Donc, je crois C'est que Matt Nagy qui l'a remplacé. je crois qu'il faut donner crédit à Éric Bieniemy à cet endroit-là que l'attaque a vraiment pris un pas de recul après son départ. Donc, chapeau à lui. Puis là, ben, ça fait 2 saisons qu'il faut faire avec un autre coordinateur, puis c'est plus difficile. Ce que je remarque, moi, des Chiefs, c'est que on a des joueurs, je vais dire un anglicisme, on a des joueurs clutch. Ouais. Tu sais, on a de la difficulté cette année à avancer le ballon en attaque, mais on a toujours des jeux importants à faire. Puis à chaque fois qu'on a des jeux importants, on les fait. Donc ça, c'est quelque chose en éliminatoire qui est extrêmement important. On est très opportuniste. Puis comme là, cette année, on n'a pas vu beaucoup de Travis Kelce, Non. mais je suis convaincu qu'en éliminatoire, il va avoir un impact. C'est des joueurs comme ça, justement, on le verra pas pendant 2-3 quarts, puis à un moment donné, il va avoir un 4e essai et 5, puis il va faire le gros attrapé. Tu sais, c'est un jeu peut-être juste de 6 verges, mais tellement important. Puis j'ai l'impression que ces joueurs-là vont se lever, là, lui, Patrick Mahomes, Même chose DeAndre Hopkins. DeAndre Hopkins, j'allais le nommer, là, qui a des mains extrêmement sûres. Là. Ça a été une belle cible dans la zone de but pour Mahomes. Et lui et son carrière ont connecté quelques fois. Donc, bon point, là, effectivement, des joueurs qui ont été un petit peu plus sous le radar cette année.
mais qui, en éliminatoire, pourrait exploser à tout moment. Là. Leur défensive a quand même tenu le fort si l'attaque était un petit peu moins étincelante. En excluant le dernier match de la saison, qu'on ne compte pas vraiment, on a concédé 30 points ou moins dans chacune des parties cette saison. Mais j'ai l'impression que, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, tout le monde semble un peu moins bon que l'an passé au niveau de la défensive des Chiefs. Chris Jones, oui, même s'il est au Pro Bowl, est très bon contre la course, mais moins efficace en tant que chasseur de corps, là, seulement 5 sacs cette année. On a une tertiaire un petit peu plus chancelante. On est 18e contre la passe. Des McDuffie, Bolton, Tranquil sont tous un peu moins décisifs. Je pense qu'on ne doit pas passer sous le silence. On en avait parlé dans notre épisode de transition de saison. Le départ de L'Jarius Sneed, ça a apparu cette année. On va se le dire, l'année passée, si Sneed ne fait pas 2-3 gros jeux contre les Ravens, les Chiefs ne gagnent probablement pas ce Super Bowl-là. Là, et les Ravens passent en finale. Donc, ça avait été un joueur déterminant. Il l'a quitté. Ça apparaissait dans la tertiaire. Oui, effectivement, quand on pense aux Chiefs, on pense toujours à Patrick Mahomes, Travis Kelce, mais ça fait 2 saisons que c'est vraiment la défensive qui contribue. Puis, moi, ce que je regarde de cette défensive-là, effectivement, les statistiques ne sont pas super bonnes au jeu au sol puis au jeu par la passe, mais pour les points accordés par match, on est 4e. Donc, ça me dit, c'est que le ballon se promène beaucoup, mais quand c'est le temps de protéger la zone de but, on le fait. Parce qu'on a accordé 19,2 points par match. C'est bon pour le 4e rang. Donc, ça, c'est vraiment une bonne. Dans le fond, c'est la meilleure des statistiques que tu veux en défensive. Même si tu es 30e contre la passe, mais qu'au final, les points par match, tu es dans le top 5, ben, au final, c'est cette statistique-là la plus importante. On a un adversaire qui va arriver avec quand même une bonne dose de confiance. On aurait pu se tirer dans le pied du côté des Texans en début de match. Là, je le mentionnais dans ma petite intro, mais si les Chargers avaient moindrement eu l'instinct du tueur, cette partie-là était terminée à la mi-temps. On a essentiellement battu les Chargers avec 3 joueurs au niveau de l'attaque. CJ Stroud qui a eu une mauvaise première demi, là, on va se le dire. Joe Mixon et Nico Collins. Ça s'arrête pas mal là. On a eu, oui, la ligne offensive dans son ensemble a bien protégé CJ Stroud. Par contre, ça s'est arrêté au niveau de ces 3 bonhommes-là. Et là, ça va en prendre plus. On regarde du côté de la défensive des Texans. Là, c'est un petit peu plus. Il y a un petit peu plus de notes positives à leur tableau. Là. Derek Stingley, quand j'en parlais dans le dernier épisode, révélation cette année, là, un des meilleurs demi-coins de la Ligue, 2 interceptions à des moments clés. Will Anderson, 1 sac et demi aussi, qui a été constamment dans le visage de Herbert et ça a paru. Donc, si ces joueurs défensifs-là sont aussi déterminants, ça pourrait être difficile pour Mahomes. Là. On a un duel intéressant ici. Oui, moi je pense que c'est vraiment là que le match va se jouer. C'est vraiment avec la confrontation ligne à l'attaque contre ligne défensive des Texans. C'est là qu'on a vraiment. Je dirais que c'est la phase de jeu qui a été qui a été la mieux pendant le dernier match parce que on s'en parlait justement pendant le match. Là, j'avais fait la blague qu'il faudrait dire à CJ Stroud que c'est pas eux qui ont les chandails de l'étranger là, pour arrêter de lancer au chandail blanc. Mais, au début, c'était épouvantable. Il y avait tellement de passes. Il y a plusieurs passes qui auraient dû être interceptées et qui ne l'ont pas été. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Ils ne pourront pas se permettre d'avoir un début de match aussi laborieux contre les Chiefs. Puis moi, j'ai écrit dans mes notes, les Texans, il va falloir qu'ils soient beaucoup plus opportunistes parce que les Chiefs, eux, le sont. Donc, si tu fais créer 3 revirements, les Chiefs vont trouver une façon de marquer à ces 3 revirements-là. Donc, tu ne peux pas te permettre d'avoir un début comme ça, puis de donner le ballon aux Chiefs, puis de leur faire cadeau comme ça. Là, si on regarde du point de vue de l'attaque des Texans, les 3 joueurs que je t'ai mentionnés, penses-tu que ça peut être suffisant si tout le monde joue son A-game? Parce que là, on regarde un petit peu ce qui se passe des autres côtés. Là, on a Robert Woods, on a certains éléments qui peuvent fournir, être impliqués dans l'attaque. Ça s'arrête à Stroud, Mixon et Collins. Penses-tu qu'avec ces 3 joueurs-là, c'est suffisant pour surpasser la défensive des Chiefs? Moi, ce que je remarque, c'est que Nico Collins a vraiment eu une grosse rencontre, puis c'était contre la défensive numéro 1 ou 2, en tout cas, je ne me rappelle plus exactement, là, mais c'était une des meilleures défensives de la Ligue, celle des Chargers. Donc, j'ai l'impression que Nico Collins va produire quand même. Ça va être difficile
ça va être difficile pour Spagnuolo et son unité de complètement l'enlever de l'équation. Mais c'est sûr que certains joueurs vont peut-être devoir en donner un petit peu plus. Tu as parlé de justement Robert Woods, qui est un vétéran. On peut pas se fier sur lui pour avoir 150 verges par la passe, mais peut-être en apporter un petit peu plus. Ça, c'est sûr et certain. Mais comme je dis, il va falloir absolument concrétiser dans la zone payante parce que va falloir marquer des points contre les Chiefs. Il va falloir prendre les devants. Puis ça va nous apprendre un peu de ces joueurs, un peu de soutien. Là. Confrontation intéressante. L'attaque des Chiefs, oui, qui a eu beaucoup d'enjeux cette saison, est quand même deuxième dans la NFL pour les troisième essais. Tu as parlé de joueurs déterminants, des Kelsey et la magie qu'il opère souvent avec Mahomes. C'est dans des situations comme ça de troisième essai que les Chiefs excellent. Ils trouvent très régulièrement une manière de s'en sortir. Donc, on est deuxième dans la NFL pour le taux de conversion de ces troisième essais-là, mais on affronte la sixième meilleure défensive en troisième essai. La défensive de DeMeco Ryans, l'entraîneur des Texans, est une qui est très coriace, elle est très physique, peut concéder des gros jeux lorsque c'est le temps de faire le jeu clé. Et on l'a vu contre les Chargers. Ça a été ça, là. C'est l'identité de cette défensive-là. Donc, on a une confrontation très intéressante à ce niveau-là. Avantage du côté des Texans au niveau des botteurs. On n'en parle pas souvent, là, mais Ka'imi Fairbairn, le botteur des Texans, le botteur de précision, est parfait depuis le 18 novembre, autant dans ses transformations que dans ses bottées de placement. Donc, 100% d'efficacité, alors que de l'autre côté, Harrison Butker a connu quelques ratés dans le dernier mois. Donc, on l'a vu dans le dernier match, les botteurs qui sont un facteur et qui sont un facteur négatif parfois pour leur équipe. Et on a vu des coachs aller en quatrième essai à répétition. Peut-être qu'il y en a certains qui ne font pas tout à fait confiance en leurs botteurs, puis on se dit pourquoi ils vont en quatrième essai. Mais on a de la difficulté de certains individus. Donc, avantage du côté des Texans, c'est important d'avoir un botteur qui est fiable. Mm-hmm. Ouais, puis ce qui est plaisant, là, c'est que 3 matchs sur 4 cette semaine, on a déjà eu cette confrontation-là dans l'année. Donc, les Chiefs avaient affronté les Texans il y a quelques semaines, puis ça avait terminé 27-19 en faveur de Kansas City. Mais tu sais, si je regarde les statistiques, c'était très... ça se ressemblait beaucoup. Là, il n'y a pas une équipe qui a vraiment dominé l'autre au niveau des statistiques, mais la chose qui était différente, c'est justement l'opportunisme. Les Chiefs, eux, ont été opportunistes plus que les Texans, donc c'est là que. Et ce match-là avait lieu à Houston. Là, on s'en va jouer dans le froid de Kansas City. Donc, ça sera à voir si CJ Stroud et sa bande pourront s'adapter justement aux intempéries de Kansas City et de leurs partisans. Mm-hmm. Samedi à 20h, c'est l'entrée en scène des Lions de Détroit qui affronteront les Commanders de Washington. Les Lions ont terminé avec une fiche aussi de 15-2. On s'est affronté, on a eu donc une victoire de 31-9 des Lions à la dernière semaine pour confirmer leur première place. On a subi la défaite à la semaine 15 contre les Bills, là, une défaite de 48-42. Sinon, une autre défaite seulement la semaine 2, mais ça a été un parcours vraiment tout feu, tout flamme pour les Lions. Tu parlais des équipes qui ne se sont pas affrontées. Ben, eux, c'est le cas, on ne s'est pas affrontés cette année. Les Lions, rapidement, là, c'est l'attaque numéro 1 pour les points, 2e par la passe, 6e par la course. Jared Goff a eu une saison extraordinaire, là, passing rate de 111,8, 37 touchés, 12 interceptions. C'est vraiment c'est la plus belle attaque à voir dans la NFL cette année et quand même de loin. Là. Ouais. Excuse-moi, tantôt, je pense que j'ai dit les 4 games, les 4 matchs se sont déjà affrontés. Excuse-moi, c'est 3 sur 4. Ah, tu as dit 3 sur 4, je pense. Ouais. Ah, j'ai dit 3 sur 4, ok. Je pensais que je m'étais trompé. Donc, oui, comme tu l'as dit, cette attaque-là, c'est incroyable les voir aller. Puis, j'aime tellement, ils ont tellement une panoplie de jeux différents. Beaucoup de jeux truqués avec des petites passes latérales après avoir reçu une passe. C'est des jeux vraiment incroyables. On est très explosifs. Là. On a des marchands de vitesse, là, que ce soit Amon-Ra St. Brown, 1263 verges captées cette année, 12 touchés. Jameson Williams qui a juste franchi la barre des 1000 verges. On a des gars qui ont des mains sûres comme Sam Laporta. Je n'ai pas encore parlé des porteurs de ballon, mais au niveau des receveurs, disons qu'on est très bien nantis de ce côté-là. Là.
Ouais, on a des bons joueurs à toutes les positions en attaque. Ça commence avec une ligne à l'attaque incroyable. Donc, Ouais. c'est soit la première ou la deuxième de toute la ligue. Elle est vraiment très dominante. Donc, c'est sûr qu'avec une bonne ligne à l'attaque, tu peux te permettre d'avoir un bon jeu au sol, tu peux te permettre d'avoir du temps pour lancer le ballon. Puis, voyons, Jared Goff fait très bien là-dedans. Il ne veut pas en faire trop, il veut faire exactement ce qu'il est supposé faire. Puis, avec les armes qu'il a autour de lui, c'est pas à lui de tout faire. Puis, c'est exactement pourquoi les Lions ont beaucoup de succès. Tout le monde est sur la même page, puis ça fonctionne extrêmement bien. Tu as parlé du jeu au sol. Petite note sur Jahmyr Gibbs avant de parler de son travail au sol. Une option en dérobade souvent très, très intéressante. Là, il s'offre comme option supplémentaire très régulièrement. Jared Goff aime beaucoup aller vers lui. Donc, c'est 517 verges cette année pour 4 touchés. Mais avant d'être un receveur plan B fiable pour Jared Goff, ça reste un porteur de ballon extraordinaire. Là, Gibbs qui en est seulement à sa deuxième année. On était un duo infernal en compagnie de David Montgomery qui sera absent cette semaine, risque d'être absent jusqu'à la fin de Mais, la saison. mais ils n'ont pas dit qu'il devait revenir. Il me semble qu'il devait revenir au jeu pour ce match-là. Ça serait intéressant à suivre, mais aux dernières nouvelles, on avait son statut n'était pas encore certain, mais à voir. Mais le reste est que cette semaine, on a effectivement, je ne le vois plus dans la liste Ouais, mais je suis des pas mal certain blessés. qu'il est Donc, supposé revenir. Justement, je ça l'avais pris en note, serait. justement. Il est supposé revenir cette semaine. Donc, mon information n'était pas à jour, mais justement, ce duo de porteurs, on a eu un duo infernal. Là. Jahmyr Gibbs, c'est 1414 verges au sol, 16 touchés. En l'absence de Montgomery, il a eu 3 matchs de suite avec 100 verges. David Montgomery, c'est des gains en explosion. C'est le meilleur pour détruire des plaqués. Donc, Montgomery aime foncer dans le tas. 775 verges cette année. Gibbs, il va un petit peu plus en finesse, donc on se complète tellement bien. Et il n'y a absolument, de ce qu'on sait de l'extérieur, absolument aucune jalousie de leur côté. On s'entend super bien. C'est vraiment une chimie qui est A1 de ce côté-là. Là. Ouais, puis on disait est-ce que David Montgomery va être de retour au jeu ou pas. Peu importe, le jeu au sol va être extrêmement dominant. On l'a vu justement avec Jahmyr Gibbs qui était seul pour les 2 dernières semaines. Il a été sensationnel. Donc, qu'il soit là ou pas, ça va juste changer un petit peu la dynamique du jeu au sol, mais le jeu au sol va être extrêmement présent et va fonctionner. Je ne suis pas inquiet là-dessus. Et là, ce qui nous mène justement à cette confrontation, on a un mismatch évident là, jusqu'à présent. On affronte la 30e meilleure défense contre le jeu au sol. Et je trouve que les Buccaneers ont. Où est-ce qu'on s'est. Disons, où est-ce on s'est tiré dans le pied? On a vu que la tertiaire des Commanders réussit à neutraliser Baker. Baker Mayfield, d'habitude, c'est une récolte en moyenne par match de 264 verges par la passe. Là, il en a eu 185. Mais on n'est pas beaucoup allé plus vers le jeu au sol. On avait un Bucky Irving qui était quand même dans ses moyens, eu des bonnes performances. On n'a pas vu beaucoup White. On n'a pas vu beaucoup de courses de Baker. Donc, je trouve qu'on n'a pas assez exploité cette faiblesse qui était évidente du côté de la défensive des Commanders. Donc, on a eu un bon match de la part de Bobby Wagner et Frankie Louvu, les deux secondaires. Par contre, il va falloir qu'on en donne beaucoup pour arrêter justement ce jeu au sol-là. Là. Ah oui, parce que puis encore là, on n'a pas couru beaucoup avec on n'a pas couru beaucoup de la part des Buccaneers, mais on a quand même récolté au-dessus de 100 verges au sol. Donc même en l'utilisant peu, on a quand même réussi à avancer le ballon avec cet aspect-là. Je pense pas que c'est une erreur que les Lions vont faire, c'est leur identité. Ils savent que c'est leur identité, puis en plus Washington, c'est leur faiblesse. Donc je pense on va vraiment essayer de taper le clou là, le plus fort possible dans le jeu au sol. Puis si on a un bon jeu au sol, on va contrôler le temps de possession. Puis justement, Ouais, le très moins important. Jaden Daniels est sur le terrain, le mieux c'est pour notre défensive qui est extrêmement amochée par les blessures là, au niveau des Lions. Justement, l'attaque aérienne des Lions, un défi quand même de taille. Je ne serais pas surpris qu'on voit un ou deux de ces jeux truqués. Tu parlais un petit peu plus tôt. Ça pourrait donner le ton dans un match, ça pourrait faire mal à justement
une défensive contre la passe qui a été très efficace. Donc, il va vraiment falloir être prêt parce qu'on va en avoir de tous les côtés, du côté de la défensive des Commanders. Parlons de Puis, la défensive des Lions qui ont un impressionnant total de 10 joueurs sur la liste des blessés et un autre qui a été placé out pour le match de dimanche. On a quand même un bon front défensif là, qui est cinquième contre la course. Là, on a DJ Reader, on a Akiza Smith aussi. Par contre, on est 30e défensive contre la passe. La difficulté, les défis ont été de ce côté-là cette année. Là. ouais, puis je vais dire la même chose que pour les Chiefs. Euh, on est 7e pour les points accordés par match, ce qui est vraiment pas si mal pour une Ouais. défensive qui a été aussi amochée par les blessures. Puis on a une différence de points incroyable. On marque 33,2 points par match chez les Lions. On est premier dans la NFL, puis on accorde en moyenne 20,1 points en défensive. Donc c'est 13 points de différence. C'est énorme. Puis justement, étant donné que les Lions, on le sait qu'ils vont marquer beaucoup de points, je m'attends à beaucoup de points dans ce match-là, sûrement au-dessus de 30 de la part des Lions. Si on est capable de faire comme on a fait le reste de la saison, d'accordant à peu près dans la vingtaine de points au niveau de la défensive, on devrait vraiment être correct parce que je ne crois pas que Washington est capable de limiter les Lions en bas de 20 points. C'est dommage pour eux. On a perdu un Aiden Hutchinson qui aurait pu avoir un réel impact dans ce parcours éliminatoire. Là, on l'avait vu l'année passée, il avait été dominant. On a quand même, malgré les difficultés contre la passe, on a eu une tertiaire qui a été relativement efficace. Là. Nos hauts choix des dernières années, nos jeunes joueurs ont fait le travail. Là, les Terrion Arnold, les Brian Branch, les Kirby Joseph qui est au Pro Bowl en passant. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, Pro Bowl, c'est l'espèce de match des étoiles dans la NFL qui se tiendra la semaine avant le Super Bowl. On a aussi sorti des gars de nulle part comme Amick Robertson qui a fait le travail en tant que demi de coin. On lui a remis un ballon de match dans les dernières semaines. On a des joueurs qui ont voulu prouver à leurs anciennes équipes ou même à leurs patrons du côté des Lions qu'on est capable de faire le travail. C'est vraiment au niveau des secondaires où on a encore une fois subi des blessures, où ça a été très difficile. Jack Campbell est un petit peu seul à ce niveau-là. C'est rare du côté de la défensive des Lions qu'on se faisait constamment battre par des longs jeux. C'est vraiment au centre du terrain. C'était le jeu, disons, la zone moyenne où on se faisait régulièrement battre. Il faut regarder du côté des secondaires à ce niveau-là. Et du côté des Écoute, moi, Commanders, si on veut l'emporter. Ouais, vas-y, excuse-moi. moi, je sais que le titre d'entraîneur de l'année, c'est toujours à un entraîneur-chef, mais je pense que s'il était plus large un peu, moi, je trouve le plus gros succès, c'est le coordonnateur défensif des Lions. Ah, ouais, Je tout à pense que c'est à fait. lui que je donnerais l'entraîneur de l'année parce que avoir 10 blessés sur son équipe, sur son unité C'est un partante, miracle. puis être quand même justement 7e au niveau des points alloués, puis avoir fini premier de la division, je veux dire, c'est quand même un très bon exploit là, qu'il a réalisé. Là. Du côté des Commanders, là, si on veut l'emporter, on devrait être plus efficace par la course. Il n'y a aucun porteur qui a eu une moyenne plus haute que 3,4 la semaine passée. On a besoin de Brian Robinson, de Austin Eckler, même de Jaden Daniels plus efficace. Il va falloir que le Kingsbury soit créatif dans sa sélection de jeu. Du côté des Lions, l'adversaire, on doit vraiment contenir Terry McLaurin, qui, encore une fois, je trouve que les Buccaneers n'ont pas fourni une attention assez particulière de son côté. Il a réussi à faire des dommages. On doit le contenir du côté des Lions si on veut l'emporter. Tu parlais de coordonnateur défensif. Il faut quand même saluer le génie de Ben Johnson, le coordonnateur offensif des Lions, qui je reviens encore avec ces jeux truqués là, mais mon Dieu, qui a été efficace, ça a marché, c'est explosif, c'est divertissant. C'est un match vraiment à ne pas manquer, là, celui des Commanders contre les Lions. Moi, il y avait un impondérable que j'ai écrit, c'est là, cette année, il faut que Dan Campbell soit intelligent. Là, on le sait que c'est un passionné, c'est un émotif, il est intense, mais là, à un moment donné, tu es un entraîneur-chef. Il faut à un moment donné que le cérébral vienne équivaloir un peu la passion. Ouais. Là, parce que là, l'année passée, ça leur a coûté une place au Super Bowl. Cette année, à un moment donné, tu es au premier quart, tu es en 4e essai et 5.
prends-le les 3 points. Là, arrête de tout le temps parier sur tes 4e essais. Là, cette année, j'espère qu'il va avoir appris de ses erreurs et qu'il va être plus intelligent Exactement. dans le football de situation. Il y a des moments où on doit aller en 4e essai, où on tente notre chance, et il y a des moments pour prendre le 3 points. J'espère que Dan Campbell saura les cibler. C'est vital pour leur succès cette année. Pour les 2 prochains matchs, on discute d'équipes dont il a déjà été question. Donc, on va enchaîner un petit peu plus rapidement. Donc, dimanche à 15h, ben, ce seront les Rams contre tes Eagles. Là, victoire des Eagles 37-20 à la semaine 12 contre les Rams. Jalen Hurts, on va se le dire, il a fait le minimum pour gagner. Je pense que on a parlé de la rouille la semaine passée. Ben, ça va être ça. Et je pense que ce qui va les avantager et je pense que la ligne défensive et les secondaires des Rams risquent d'avoir une soirée un petit peu plus compliquée que contre les Vikings. Jalen Hurts risque d'être mieux protégé. Reste qu'il va falloir que un A.J. Brown, même un Devontae Smith, Dallas Goedert soient plus impliqués. Oui, effectivement, le jeu aérien doit se mettre en branle parce que c'était un peu. C'était plate à regarder au niveau du jeu aérien. Là, c'était vraiment tranquille, mais je mettrais un petit peu aussi la faute sur le coordonnateur offensif, Kellen Moore, que je trouve qu'il y a eu un plan de match C'était pareil du drap, début à la fin. Puis, tu sais, c'était c'était toujours beige. des jeux. Les jeux aériens, c'était toujours des jeux à développement long. Il n'y avait jamais de jeu à développement court. Puis je me rappelle une séquence, là, les Eagles étaient proches de la zone des buts. Il y avait 3 receveurs d'un côté et les 3 couvreurs, les trois DB qui les surveillaient étaient à 10 verges. Les 3. Là. Puis il n'y a eu aucun changement de jeu. Puis les 3 receveurs, leur tracé, c'était dans les zones profondes. Les 3 sont allés se coller sur les demi-défensifs. Puis ils étaient couverts, justement. Ils étaient là à les attendre. Fait que le jeu de passe n'a pas abouti. Ça a été un sac du corps. Puis ça a été ça souvent dans le match. Donc, tu vois que les demi-défensifs jouent à diverges. Ben, ajuste-toi, fais des petits slants, des passes courtes. Puis laisse tes receveurs justement aller chercher des verges après l'attraper, mais tu ne peux pas toujours demander des jeux à développement long. Puis là, en plus, avec une défensive comme les Rams qui ont joué extrêmement bien, surtout la ligne défensive, si tu fais la même chose, ben là, la pression va finir par se rendre, même si on a une bonne ligne à l'attaque. Donc, il faut que le plan de match soit revu, puis il faut qu'il soit changé en cours de match pour que ça puisse fonctionner. Je pense que la clé, justement, c'est la protection. Là. Sam Darnold, dès qu'il a été touché avec régularité, je pense qu'il n'était plus du tout dans sa game. Reste que la défensive des Rams, 22e contre la course, on a vu quand même quelques soubresauts de Aaron Jones qui étaient intéressants. Mais là, du côté de Saquon Barkley, ça va être amplifié. Je pense qu'il y a eu un impact très important lorsque ça compte. Et l'autre côté du ballon, il faut quand même mentionner la performance grandiose de Jared Verse. Je parle de lui depuis très longtemps, depuis qu'il a été repêché. Il a connu un grand premier match éliminatoire, donc on doit le menotter du côté de l'attaque. J'en avais parlé, si tu te rappelles, j'en avais parlé au début de la saison. J'avais dit que les Rams, effectivement, ils avaient perdu Aaron Donald, donc c'était une grosse perte, mais j'avais dit quand même, on est allé améliorer tous les joueurs autour d'Aaron Donald, donc on a sorti notre meilleur, c'est évident, mais on avait fait en sorte que l'impact soit moindre pour pallier à ça. Puis c'est exactement ce qu'on a vu cette année. Donc, oui, Aaron Donald n'est plus là, mais tous les joueurs défensifs autour sont meilleurs. Donc, ça l'a quand même pallié un peu. Ce qui est évident, c'est que ce n'est pas un match à Philadelphie qui va tant inquiéter Matt Stafford. Il en a vu d'autres. On a une attaque aérienne qui est quand même efficace, même si on n'a pas été extrêmement explosif. On a manqué une certaine connexion là, avec Puka Nakua à quelques occasions contre les Vikings. On a les éléments sont là. Karen Williams par la passe. On a Cooper Kupp qui a eu un rôle un peu plus limité, mais qui peut exploser à tout moment. Donc, malgré les chiffres qui sont un petit peu plus limités de la première semaine, on a pris beaucoup, beaucoup de momentum, je pense, beaucoup de confiance en nous.
Et là, on a une tertiaire, on affronte une tertiaire qui a été extraordinaire. Là. Cooper DeJean et Quinion Mitchell qui ont été sensationnels à leur premier match éliminatoire. On a une très belle confrontation là. Donc, les recrues contre le vétéran Matt Stafford, ça promet. Oui, puis Matthew Stafford, je l'ai trouvé excellent au dernier match, surtout contre le Calme. blitz. Puis en même temps, on le connaît, Matthew Stafford, il a toujours été bon contre le blitz, mais ça a encore été le cas la semaine dernière. Donc, euh, les Rams blitzaient, puis Matthew Stafford avait toujours la réponse, toujours ou presque. Là, c'était toujours des petits tracés courts. Il voyait un blitz arriver, changeait le jeu avec ses joueurs de ligne à l'attaque pour justement favoriser un jeu plus court. Donc, le blitz, ça ne fonctionne pas vraiment contre Matthew Stafford. Donc, j'espère que les Eagles vont avoir regardé ça de leur côté pour justement trouver des façons de choisir ces moments pour blitzer. Puis si tu blitzes, ben, il faut trouver une solution pour ne pas se faire avoir dans les zones courtes parce que Matthew Stafford est très bon contre ça. Énorme perte quand même, celle du secondaire, Nakobe Dean, qui ne jouera pas, là, c'est blessé, il est déplacé sur la liste des blessés. Donc, c'est dommage. On a quand même des éléments en place pour le remplacer, mais je pense que c'est un élément de plus qu'on a perdu. Et nos jeunes joueurs aussi sur notre front défensif, les Davis, qui a été excellent dans son premier match. Je pense que ça va juste continuer à grossir de leur côté. Donc, une belle attaque, une attaque qui est diversifiée, qui est capable de vraiment faire des dommages de différentes manières contre, encore une fois, cette défensive-là qui a vraiment éteint celle des Packers. On a une belle confrontation là. Ouais. Je vais te ramener il y a quelques semaines, justement, les Rams ont affronté les Eagles et Saquon Barkley avait couru 26 fois pour 255 verges et 2 touchés. Donc, il avait complètement écrasé les Rams. C'est le match justement qui pouvait battre son record. Finalement, il est resté Oui, assis pour dans les le derniers jeux, dernier, le effectivement. dernier Donc, jeu. Donc, à voir si j'imagine que les Rams vont tout faire pour pas que ça se reproduise, là. C'est quand même humiliant de se faire traverser sur le corps absolument. par un joueur pour 255 verges. Donc, je m'attends pas à ce Non. qu'ils reproduisent ça, autant de Non, verges, mais mais je si on m'attends a une quand même à ce performance que. semblable, ce sera clairement la fin des Rams. Là. Ouais. On termine ça avec le match du week-end, clairement, et on l'a mis à un endroit très stratégique, là, dimanche soir, 18h30, Ravens contre Bills. C'est un affrontement à faire rêver, même si leur confrontation initiale cette saison a été, disons, complètement à l'avantage des Ravens. Là, une victoire de 35-10 à la semaine 4. Sur papier, maintenant, on a deux équipes qui sont complètement aguerries. Lors de leur confrontation, Derrick Henry et Lamar Jackson s'étaient complètement occupés des Bills avec le jeu au sol. Mais là, c'est autre chose. L'attaque des Bills maintenant est bien balancée. On l'a vu contre les Broncos, même si je pense que certaines données ont peut-être été un petit peu faussées. Là. Euh, on a fait des jeux extrêmement explosifs. On a peut-être été chanceux sur certains détails, mais il va falloir qu'on aille chercher un petit peu plus d'autres joueurs comme Murray Cooper, Keon Coleman, qui ont été moins impliqués, surtout contre une défensive par la passe qui peut en arracher plus, même si on en a parlé la semaine passée, là, la défensive par la passe des Ravens n'est pas aussi mauvaise que les statistiques le laissent le croire. Il y a quand même quelque chose à faire là du côté des Bills. Là. Ouais, ben, je pense que le filon à aller utiliser au niveau des Bills, ça va être de jouer beaucoup au sol, mais pour préparer les jeux explosifs. Donc, on l'a vu justement, les Ravens la semaine dernière, ils se sont beaucoup améliorés par la passe, mais ils ont quand même accordé 2 longs jeux, 2 touchés dans les zones profondes. Ouais. Donc, ça va être vraiment de préparer, tu sais, ça va être une game de préparation. On va jouer au sol beaucoup parce que c'est ça notre nouvelle identité au niveau des Bills, mais de justement faire en sorte qu'on va amener les demi-défensifs à s'avancer un peu plus, peut-être d'amener les safeties à s'avancer pour justement avoir une balle dans les zones profondes après ça. Et je pense que ça va être ça d'aller chercher pour les Bills. Ça va être important aussi d'avoir un jeu, une attaque équilibrée. On en a parlé la semaine passée avec Michael. On n'a pas ce joueur
déterminants du côté de l'attaque des Bills, à part évidemment Josh Allen. Là. James Cook, la semaine passée, il a eu un impact contre les Broncos. Donc, on doit aller chercher une moyenne environ par course si on va chercher un 5 verges, ça va être assez justement pour mettre un petit peu tout le monde sur les talons du côté des Ravens et pour pouvoir instaurer un jeu par la passe efficace. Là, on le dit souvent qu'une bonne attaque aérienne passe avant tout par une attaque au sol qui est fonctionnelle. Ça va être important dans ce match-là. Là. La semaine passée, Josh Allen a été excellent pour sortir de sa pochette. Donc, on a des bons chasseurs de corps du côté des Ravens. Allen, ça a été très, très efficace, très précis lorsque c'était nécessaire et lorsqu'il était sous pression. Donc, je pense qu'on aura le droit à un duel entre deux potentiels MVP. Mais du point de vue de ce que Josh Allen a montré en fin de saison et la semaine passée, il est resté très cool, très froid, en pleine confiance de ses moyens. Donc, c'est quand même de bon augure de son côté. Du côté de l'attaque des Ravens, oui, vas-y, excuse-moi. Je dirais le comparatif entre Lamar Jackson et Josh Allen, c'est que Josh Allen, même si ils se sont jamais rendus au Super Bowl depuis qu'il est là, je dirais qu'il n'a jamais vraiment choqué en éliminatoire. Tu sais, il a perdu, mais mettons, le dernier match qu'ils ont joué contre les Chiefs en finale d'association, il avait joué un match incroyable. Absolument. Mais c'est juste Patrick Mahomes avait joué un meilleur match. Mais tu sais, il ne s'est jamais écroulé en éliminatoire. Tu sais, il va être bon. Là. Ouais. C'est dimanche, Ça il va va bien être bon. aller pour lui. Là. Tandis que Lamar, c'est une autre question. Là. Lamar, lui, c'est l'inverse. Il s'est souvent écroulé en éliminatoire. Donc là, mais tu sais, il est plus mature. Il a une saison incroyable. Est-ce qu'il va s'écrouler ou il va justement surpasser ce titre-là de choker en éliminatoire? Donc, ça va vraiment être intéressant de voir ça. Il va falloir justement que ça passe. On doit trouver une balance. On en a parlé la semaine passée. Là. L'année dernière, contre les Chiefs, on y est allé beaucoup trop pas du côté aérien, du côté des Ravens. Là, la semaine passée, la course fonctionnait. Donc, allons-y avec ça. Ça a bien fonctionné. On doit trouver cet équilibre-là. Lamar Jackson ne peut pas arrêter d'utiliser ses receveurs de passe parce qu'un Zay Flower n'est pas là. Donc, on a eu sa blessure au genou. On en parlait que ça pouvait être un facteur déterminant. Ça l'a clairement été, là, même si les Ravens l'ont apporté quand même de manière assez aisément. Le plus haut total de verges pour un receveur dans ce match-là, c'est 25 du côté de Nelson Agholor. Oui, les deux alliés rapprochés, Isaiah Likely et Mark Andrews, ont été très bons, mais pour vaincre les Bills, même si Zay Flower n'est pas là, on doit impliquer nos receveurs plus que ça. Là. On ne peut pas uniquement y aller du côté d'Andrews et Likely lorsqu'on veut passer le ballon. Oui, absolument. Puis, mais ce que je remarque, là, c'est ce qu'il faut, c'est que nos receveurs fassent le travail quand on leur demande. T'sais, on ne leur demandera pas de faire le travail tout le match, non. Mais les fois qu'on va leur demander, il faut qu'ils soient au rendez-vous. Parce que c'est certain qu'on va vouloir implanter notre jeu au sol. Ça, c'est certain. Puis, je crois que les Bills ne sont pas tant équipés pour arrêter Derrick Henry. On l'a vu justement au premier affrontement en début de saison. Il avait couru pour presque 200 verges, 199 verges. Puis, de la défensive des Bills, on a des très bons joueurs, mais ce n'est pas des gros joueurs. C'est des joueurs rapides, mais pas énormément gros. Même dans nos secondaires de ligne, on a Matt Milano et AJ Epinesa. C'est des joueurs très rapides, super bons en couverture de passe. Mais quand il y a le temps d'arrêter le gros bonhomme de Derrick Henry, là, ça a été difficile la première fois. Et j'ai l'impression que ça va se répéter parce que c'est les mêmes joueurs. Donc, c'est les mêmes joueurs, mais il faut mentionner que Milano n'était pas là dans leur confrontation. Je vais quand même te relancer du côté sur cette statistique-là. Là. Je m'étais noté que depuis la dernière fois que les Bills ont alloué 100 verges à un porteur de ballon, c'est quand même le 10 novembre. Depuis ce temps-là, on a affronté les 49ers qui sont excellents au sol, on a affronté les Rams, on a affronté les Lions aussi. Donc, on a réussi à vraiment contenir ces joueurs-là. Si je regarde dans leur confrontation contre les Lions, Jahmyr Gibbs avait seulement récolté 31 verges au sol. Donc, tu as raison que ça va être difficile de contenir Derrick Henry, mais je pense qu'on sous-estime les Bills
à ce niveau-là, et j'en ai parlé la semaine passée, c'est un joueur que j'adore. Matt Milano a un impact clair sur cette équipe-là et il va définitivement être un point qui va être haut sur le tableau de l'attaque des Ravens, que c'est un joueur qui change la dynamique de leur précédent affrontement. Donc, Tu as tout à fait raison. et donc pour terminer sur justement cette attaque aérienne-là des Ravens, on a trop peu utilisé. Je pense à un Justice Hill par la passe. C'est des genres de jeux qu'on ne voit pas beaucoup du côté des Ravens, mais lorsqu'on le fait, ça fonctionne. On a parlé du jeu au sol, que c'est important pour dicter le jeu aérien. On en a un qui fonctionne du côté des Ravens. Pourquoi ne pas aller plus souvent sur justement des Justice Hill dans des jeux un petit peu dans des jeux de relance sur les côtés, dans les flancs, des passes dans les flancs. On a un joueur quand même, des joueurs explosifs, Rashad Bateman, Tylen Wallace aussi. Donc, des joueurs qui sont capables de faire le travail lorsque c'est demandé. Donc, si Zay Flowers n'est pas là et qu'on y va uniquement par la course, j'ai l'impression que ça va être difficile pour l'attaque des Ravens. Ouais, puis rendu à ce stade-là dans la saison, on ne peut pas être unidimensionnel. Ça peut fonctionner jusqu'à un certain point. On l'a vu la semaine dernière, justement, là, avec les Eagles puis les Ravens, justement. On a été unidimensionnel. Mais rendu à ce stade-ci où là, c'est les plus gros canons qui sont en éliminatoire, on peut pas juste penser qu'on va donner le ballon à Derrick Henry puis qu'il va faire tout le travail. S'il le fait, tant mieux. Puis on en reparlera puis on dira, mon Dieu, ça a été une game phénoménale pour Derrick Henry. Mais il faut avoir une solution au cas où que ça ne fonctionne pas. Puis justement, ces joueurs-là vont devoir avoir un impact. Il va falloir trouver des façons les bons coachs sont capables de trouver des façons d'impliquer leurs joueurs, même si ce n'est pas des vedettes. Donc, c'est là qu'on va voir. Jusqu'à présent, Sean McDermott a eu plus de succès que Harbaugh à ce niveau-là. Je pense que je ne sais pas si tu partages mon opinion sur ce match-là, mais j'ai l'impression que ça va être un coup de canon après l'autre. Possiblement certaines séquences défensives clés alors qu'on est capable d'arrêter nos adversaires. Mais on a tellement des outils qui sont efficaces et qui sont dynamiques que j'ai l'impression qu'on va vraiment avoir là, un duel de titans. On peut toujours être déçu, mais je pense à un match Chiefs Bills par le passé, que c'était vraiment une attaque après l'autre. Même l'année passée, Ravens, Chiefs, c'était un petit peu ça aussi. Donc, je pense qu'on en a beaucoup à se mettre sous la dent dans ce match-là. Ouais, puis j'ai hâte de voir la performance des deux carrières parce que c'est deux carrières qui ont extrêmement approuvé en éliminatoire. Puis justement, c'est qui. Tu sais, les deux sont. Si c'est pas Lamar Jackson, l'MVP, c'est Josh Allen. Donc, tu sais, Ouais. il y a comme une rivalité sans nécessairement. C'est 5 quand même, là, ouais. Tu sais, je suis pas sûr que je pense pas que les deux joueurs, tu sais, comme sont rivaux, mais je pense qu'il y a beaucoup sur la table pour les deux carrières. Donc, ils vont vouloir faire une différence. Ils vont vouloir gagner ce match-là. Et on sait que le vote pour le MVP ne sera pas influencé par cette, par cette performance-là, mais justement, simplement d'un point de vue de l'ego, on va peut-être vouloir avoir le dessus sur l'autre. Mais imagine Lamar Jackson gagne l'MVP, mais c'est Josh Allen qui gagne le match. Tu sais, Ça serait un beau parallèle. ça va faire parler, là, tu sais, puis c'est sûr que... Effectivement. Donc, 4 affrontements qui promettent, là, les grosses têtes d'affiche font leur arrivée. On en parlait la semaine passée, un petit peu moins de matchs enlevants. J'ai l'impression que ça va être plus le cas cette semaine. Puis, on a quand même fait une grosse analyse de ce qui s'est passé la semaine passée pour nous amener vers cette semaine. Donc, beaucoup d'éléments à prendre en considération, des intangibles. On l'a vu du côté des Rams, certains éléments motivateurs, que ce soit, premièrement, malheureusement, les feux qui ravagent la ville de Los Angeles. J'ai l'impression que ça a peut-être été un élément motivateur. Aussi, disons, les dires de l'entraîneur Dan Campbell ont semblé fouetter cette équipe-là, dire les Rams, on prend pour acquis qu'ils vont perdre ce match-là. Ce sont des éléments qui sont des intangibles qui ne paraissent pas sur la feuille de pointage, mais qui peuvent vraiment
propulser une équipe. Donc, à voir les histoires qui se dessineront lors de ce week-end. Parfois, on les voit arriver lorsqu'ils sont sous nos yeux. Mais ça va être vraiment très, très excitant de constater là, qui va ressortir gagnant de ces duels-là. La semaine passée, on est allé de prédictions un petit peu plus globales pour le Super Bowl. Mais si je te demandais de te mouiller sur les 4 matchs de cette semaine, Thierry, tu irais avec qui, là? Je crois que les Chiefs vont l'emporter sur les Texans. Oui, aussi. Je crois que les Ravens vont battre les Bills dans un match chaudement disputé. Je suis de l'autre côté du ballon, moi. On dirait que je crois trop en Josh Allen pour cette saison, mais je pense que ça va être les Bills de mon côté. Ben, c'est parfait, comme ça on va avoir une petite confrontation dans nos messages Messenger. Ensuite, je pense que les Lions vont l'emporter contre Washington. Washington, c'est une super belle histoire. Ils ont un avenir prometteur, mais je pense qu'ils sont pas là. Pour cette année, ça va se sont pas encore rendus là à aspirer aux grands honneurs, mais c'est très encourageant. Puis j'ai hâte de voir leur saison morte. Il y a beaucoup de joueurs, je pense, qui vont être intéressés d'aller là. Mais je ne crois pas qu'on va avoir une surprise à ce niveau. Je pense que le match qui est le plus difficile, non. Je trouve que les Eagles contre les Rams, c'est quand même pas évident de savoir. Je vais y aller pour les Eagles. Je peux pas aller contre les Eagles. Mais je pense que les Rams peuvent causer une surprise, mais moi, personnellement, je vais avec les Eagles. J'ai l'impression que, si on s'entend, le gagnant Ravens-Bills, il n'y a personne qui peut créer une surprise. Là, les deux équipes peuvent gagner. Je pense que la surprise pourrait venir des Rams aussi. Même si j'ai mis les Eagles gagnants du Super Bowl avant dans notre petit pool de football. Par contre, si l'attaque est capable de se mettre en marche, ça pourrait bien fonctionner, mais si on est encore autant au ralenti, ça pourrait être difficile. Donc, une deuxième ronde qui promet. Je te remercie beaucoup, Thierry. Très, très belle participation, belle analyse aussi. On met la table pour un gros affrontement de deuxième tour. De notre côté, on va se retrouver tous les deux pour le Super Bowl. Et nous, les chers auditeurs, ce sera un autre rendez-vous la semaine prochaine où on fera un retour sur les matchs du week-end et sur les finales de chacune des associations. Donc, ça promet grandement du très, très bon football qui nous reste à vraiment avoir de notre côté. Gros affrontements du Super Bowl qui s'en vient là. Ce sera un autre gros analyse, gros épisode complet avec Michael et Thierry. Donc, gros merci beaucoup, Thierry. Encore une fois, deux épisodes en 2 semaines. On y est allé fort, mais je pense que ça a valu la peine. Puis les gens vont apprécier d'avoir justement un avant-goût de ce qui s'en vient pas dans le week-end de la NFL. Merci de l'invitation. Puis, salut à tout le monde. On va se revoir dans 2 semaines. Alors, merci beaucoup à tous d'avoir été présents. C'est un bon week-end de football que je vais vous souhaiter et on se dit à un prochain épisode du Temps d'arrêt.